J'appelle maintenant Madame Sabine Lecomte à nous rejoindre. Madame, vous avez été avocate, vous êtes la correspondante ou la référente école pour l'Association des juristes pour l'enfance. Je vous passe tout de suite la parole. Alors d'abord, je voudrais remercier Monsieur Jérôme Brunet qui vient de parler parce qu'il nous a donné vraiment un témoignage très concret de ce que peuvent être les difficultés d'un directeur d'école confronté à cette question. Je vous avouerai que lorsque Aude Mirkovic m'a confié la lourde tâche de traiter de ce sujet de la transidentité, de la dite transidentité à l'école, il y a plusieurs mois, je suis un peu tombée de ma chaise. Je ne pensais vraiment pas que ça pouvait faire l'objet d'un colloque aujourd'hui. Et jusqu'à cette circulaire du 29 septembre dernier de Jean-Michel Blanquer qui fixe les règles à suivre pour les personnels de l'éducation scolaire pour un meilleur accueil des élèves transgenres en milieu scolaire. En réalité, cette circulaire ne satisfait pas grand monde. Il y a ceux pour qui elle n'en fait pas assez, puisqu'elle conserve l'autorité parentale et que les parents ont encore leur mot à dire, et qu'elle ne parle pas du crime de mégenrage. Et puis il y a les autres qui pensent qu'elle en fait trop et qu'elle détourne l'école de son rôle fondamental. Je pense que ceux-là n'ont pas tout à fait tort et je vais vous le démontrer. Mais il y a bien pire. Cette circulaire plonge enfants, éducateurs et familles dans une profonde insécurité et dans une grande confusion. Et on mesure encore très mal les conséquences de ce que cela va entraîner. Alors les choses allant mieux en le disant, je vais vous rappeler un principe qui paraît extrêmement simpliste. À quoi sert l'école ? La mission de l'école, c'est la transmission des savoirs. C'est rappelé au début du Code de l'éducation. L'éducation est la première priorité nationale. Elle garantit à tous les élèves l'apprentissage et la maîtrise de la langue française. L'État garantit le respect de la personnalité de l'enfant et de l'action éducative des familles. Et je vous rassure, Jean-Michel Blanquer n'a pas un esprit ultra révolutionnaire, il n'a pas tout chamboulé. En 2016-2017, il s'adressait aux professeurs et personnels de l'école à l'issue de l'année 2016-2017. Et il leur rappelait « Vous exercez la mission la plus noble qui soit, celle qui consiste à élever chaque enfant au meilleur de lui-même. Et nous voulons que tous les enfants sachent parfaitement lire, compter, écrire et respecter autrui. Lire, écrire, compter. Voilà la mission fondamentale de l'école. Et ça va mieux en le rappelant. Et pourtant, il aura fallu beaucoup de pression de la part d'associations, de films militants, de cas pathétiques et isolés pour en arriver jusqu'à ce que cette circulaire décide des règles à suivre pour un meilleur accueil des élèves transgenres en milieu scolaire. Sous le prétexte que, et je cite la circulaire, « la transidentité est un fait qui concerne l'institution scolaire ». Ce qui, justement, reste à démontrer. La transidentité concerne-t-elle l'institution scolaire ? C'est même pas évident quand on lit les textes officiels. Est-ce que vous connaissez la mallette des parents ? Alors, la mallette des parents, c'est un site dédié pour expliquer aux parents comment ça se passe à l'école et ce sont des textes complètement officiels qu'on trouve sur le site de l'Éducation nationale. Et dans cette mallette des parents, où il est expliqué comment doivent se passer les rencontres entre parents et professeurs, je cite, il est expliqué au sujet du domaine de la légitimité de l'école. L'objectif des rencontres avec les parents doit être énoncé de manière la plus claire possible. L'idée étant que votre enfant se sente bien à l'école et réussisse mieux. Le débat entre parents et école doit se limiter à la finalité essentielle de l'école, c'est-à-dire la réussite scolaire des enfants. Et il est écrit aussi, très officiellement, les professeurs veilleront à ne pas endosser des positions sociétales dans des domaines qui ne ressortent pas de sa compétence. Dans le cas où les professeurs se trouvent confrontés à des demandes ne relevant pas de leurs compétences, ils doivent orienter les familles vers les interlocuteurs compétents en disant aux parents, nous pouvons vous indiquer quelle est la personne appropriée à laquelle vous adressez sur cette question. Moi, je pose la question, est-ce que l'école est vraiment concernée par le problème de la transidentité ? C'est pas évident.
Alors, que contient cette circulaire ? Donc, cette circulaire, c'est un espèce de vade-mecum de la manière de la conduite à tenir pour les personnels de l'éducation face à un enfant dit transgenre. Elle se résume à, en fait, il y a plusieurs petits paragraphes. En gros, c'est pour l'éducateur, il s'agit de comprendre, savoir, répondre, être, écouter, accompagner, protéger les élèves transgenres et prévenir la transphobie. Certes, les enfants dits transgenres doivent être protégés. Pas plus, pas moins que les autres enfants doivent être protégés de violences, d'agressions, de harcèlement. Alors, il y a un premier chapitre qui concerne comprendre les réalités et diversités de situations. Compliqué pour les professeurs. Je vous cite. Il faudra à la fois garantir les conditions d'une transition revendiquée, et garantir les conditions d'une transition non revendiquée. Pourquoi ? Parce que chacun est libre de poursuivre, d'arrêter ou de reprendre son parcours de transition et que l'école ne doit pas enfermer l'élève dans son parcours. Donc, je pense que ça se passe de commentaires, mais très honnêtement, je n'aimerais pas être à la place du prof qui doit à la fois garantir les conditions de ce qui est revendiqué, mais en même temps ne pas garantir les conditions parce que si ce n'est pas revendiqué. D'autre part, savoir répondre signifie, alors, donc, garantir les conditions d'une transition revendiquée, c'est respecter la confidentialité avec l'élève, parce que la famille n'est pas forcément au courant. Et là, le prof a un devoir nouveau, qui est celui de faire médiation avec la famille, nouvelle obligation rajoutée à son emploi du temps, et beaucoup de subtilité, donc surtout pas ébruiter, il ne faut pas que la famille soit au courant, donc il y a une lourde obligation de confidentialité. Mais le cœur de cette circulaire, c'est que l'école est tenue de s'adapter aux désirs de l'élève qui souhaite changer de sexe, avec des conséquences pratiques considérables. Le changement de prénom. Alors, il s'agit de veiller à ce que le prénom choisi par l'élève soit utilisé par l'ensemble des membres de la communauté éducative, le respect de l'identité de genre d'un élève ne devant pas être laissé à la libre appréciation des adultes et des autres élèves. On a vu ce matin, et Aude Mirkovic a été très claire sur le sujet, le prénom d'un enfant que l'enfant se choisit s'il ne figure pas à l'état civil ne doit pas être imposé à l'école. À partir du moment où le prénom, s'il veut utiliser un prénom qu'on appelle le prénom d'usage, qui est fantaisiste et qui ne correspond pas à son état civil, l'école n'est pas tenue de le faire. Ça n'est pas légal. Alors, autre chose, l'école est aussi tenue de mettre en œuvre d'autres mesures individualisées pour accompagner et protéger l'élève. Respecter le choix de l'habillement, respecter le choix du pronom de l'élève, c'est-à-dire que si la petite fille décide qu'il faut le dire il faudra dire il, réserver et aménager des espaces d'intimité, toilettes individuelles, espaces privés, internat, vestiaires pour le sport, conformes à l'identité de genre. Autrement dit, en langage clair, laisser les garçons qui se pensent filles accéder aux toilettes des filles et vice-versa, parce que je ne voudrais pas être sexiste, ça peut arriver dans tous les sens. Donc vous voyez des directives complexes qui créent une véritable usine à gaz, je crois qu'il faut vraiment nommer les choses, et qui en fait ouvrent un champ énorme de cas dans lesquels les responsabilités des adultes peuvent être mises en cause. Alors, conséquences prévisibles de la circulaire. La circulaire organise tout simplement un contournement de la loi, parce qu'elle fait obligation aux professeurs d'utiliser le prénom d'usage que l'élève s'est choisi, alors qu'il ne figure pas dans son état civil. Alors, pour organiser un peu l'usine à gaz comme on peut, on dit, en fait, il y aura deux listings. Il y aura les cartes de bibliothèque où il aura le prénom d'usage, et puis les cartes de piscine ou les cartes de cantine. Mais quand il s'agira de Parcoursup, des diplômes officiels et tout, ça sera le prénom de l'état civil. Donc, situation complexe.
Alors, sans compter qu'on ouvre la porte à de nombreuses revendications dans le futur, parce que là, on n'est qu'au début d'un processus. Parce que si j'aime pas mon prénom, par exemple, je demande à ma maîtresse, est-ce que je peux changer de prénom, m'appeler autrement. Et si je me suis convertie à une autre religion, eh ben, la maîtresse est tenue de changer mon nom en fonction de ma conversion. Et si je ne suis ni garçon ni fille, si je suis gender fluide, neutre, on m'appelle comment? Quel prénom on choisit? Et si je ne me reconnais pas, parce que ça, c'est encore une possibilité qu'on n'a pas évoquée depuis ce matin. Ça existe aux États-Unis, ça existe un petit peu en France. Il y a des jeunes qui se revendiquent otherkin. Je ne sais pas si vous connaissez. Ils n'appartiennent pas au genre humain. Je suis un nuage. On les appelle comment, ceux-là, à l'école? Ils font quoi, les profs? Ils les appellent nuages? Alors, autre complication, l'organisation des espaces d'intimité. Alors, dans le fouillis de la circulaire, 2 solutions possibles. Premièrement, aménager des espaces privés pour ces gens-là, pour ces enfants-là. Complètement contraire au principe d'égalité de tous les usagers du service public. Je ne vois pas pourquoi certains enfants qui se disent transgenres auraient accès à des toilettes publiques, alors que ceux qui se sentent en conformité avec leur sexe de naissance n'auraient pas accès aux toilettes publiques. D'ailleurs, dans la circulaire, et c'est au début de la circulaire, il y a marqué « l'école ne saurait créer des droits particuliers au bénéfice de telle ou telle catégorie d'élèves ». Je ne sais pas ce qu'on est en train de faire avec les toilettes privées, là. Autre solution, accepter l'accès aux toilettes et vestiaires conformes à l'identité de genre et donc non au sexe de naissance. Autrement dit, on va faire accéder des garçons aux toilettes, vestiaires, dortoirs des filles parce qu'ils se considèrent filles. Que fait-on du droit des filles dans cette histoire ? Je vous rappelle que le Code de l'éducation oblige l'école à la mise en place d'un environnement scolaire favorable à la santé, qui a une circulaire de 2004 qui rappelait aux enseignants d'EPS et à toute la communauté éducative qu'afin d'éviter toute dérive concernant les vestiaires qui sont des lieux de comportement agressif, voire de maltraitance, il était nécessaire de construire des vestiaires séparés garçons-filles. Il y a un rapport de l'Observatoire de la sécurité et de l'accessibilité des établissements de l'enseignement qui a rendu une étude intéressante sur les conséquences sur la santé des enfants en raison de la non-mixité des toilettes. Il faut quand même savoir que 48,5% des élèves n'utilisent les toilettes que quand ils ne peuvent pas faire autrement, que 45% d'entre eux ne se sentent pas en sécurité dans les toilettes et qu'il n'y a que 25% des enfants qui se sentent en sécurité. Et de conclure, ce rapport de l'ONS concluait qu'il est nécessaire, pour offrir un environnement propice à la réussite scolaire, que les blocs sanitaires soient distincts pour les filles et les garçons et que les cloisons séparatives soient de toute hauteur. Intéressant quand on imagine ce qu'on est en train de nous pondre là. Et il y avait un médecin, donc à l'occasion de ce rapport, qui avait constaté c'est juste une remarque de bon sens, depuis que le monde existe, la curiosité pousse les garçons à regarder comment font les filles et inversement. La mixité des toilettes est responsable de bien des blocages et des retenues, parce que les filles, on a constaté que les filles avaient beaucoup de problèmes urinaires et de problèmes de maux de ventre, etc., et que c'était dû à ce problème de non-mixité des toilettes. Et les médecins préconisaient offrir des toilettes adaptées, propres, respectant l'intimité, séparant les garçons et les filles, que ce serait une bonne chose. Alors voilà où on en est. Pensez-vous que cette circulaire organise un environnement scolaire favorable à la santé en permettant à des garçons qui se disent filles d'accéder aux dortoirs des filles ou aux dortoirs, aux vestiaires et aux toilettes? On peut vraiment se poser la question. D'autant plus qu'il y a une histoire en Virginie, on vient de le savoir, puisqu'il y a eu viol, c'était la 2e fois, par un adolescent de 14 ans qui portait une jupe ce jour-là. Alors celui-là, il ne sait pas trop s'il est un garçon ou une fille, il hésite. Il est plutôt du genre gender fluide. N'empêche qu'il utilisait les toilettes des filles et qu'il en est à son 2e viol. Voilà, ça s'est passé en Virginie.
Bon, alors, on va passer pareil pour le sport. Hein. On ne sait plus, donc on en parlait ce matin, on ne sait plus où est-ce qu'on va mettre les filles, qui se réclament garçons et tout. Vous savez qu'il y a une histoire récente qui m'a un peu fait rire. Céline Provost, qui était une institutrice de banlieue parisienne, qui était très favorable justement à toutes ces idées sur la transidentité, et qui s'est fait battre au 2e round, je crois, par un gars. Alors lui, c'était à une époque, il était mâle biologique dans les forces de l'armée spéciale de l'armée américaine. Et puis après, il est devenu femme. Et hop, la pauvre Sonia Provost, elle s'en est pris plein la tête en 3 minutes. Mais c'est ce qui risque d'arriver à l'école, en fait. On rigole, mais si on commence à accepter les petits garçons parce qu'ils sont filles dans des épreuves sportives de filles, ça va être compliqué. Alors, ce qui est embêtant dans tout ça, c'est qu'on n'a pas fini d'entendre parler de toutes les conséquences juridiques, pénales et pratiques de la circulaire. Et Aude le rappelait très bien, parents et professeurs et communautés éducatives, n'allez surtout pas vous imaginer que parce que le mineur a donné son consentement, ou même qu'il supplie, comme disait Aude, qu'il n'y aura pas de responsabilité de l'école. D'ailleurs, la loi, par certains côtés, va quand même beaucoup dans le sens de la protection du mineur. Je vous rappelle quand même qu'un mineur n'a pas le droit d'acheter de l'alcool. Que le tatouage définitif sur le corps d'un mineur de moins de 16 ans est interdit. Et que tout rapport sexuel avec un partenaire de moins de 15 ans, dans tout rapport sexuel, maintenant, il n'y a plus de consentement. La loi ne va même plus chercher de savoir s'il y a un consentement. C'est un viol. Et à côté de ça, on autoriserait, il faudrait que les profs se soumettent parce que le mineur veut reconnaître son identité différente, fasse son transfert d'identité. Voilà, donc faites bien attention parce que on ne sait pas du tout ce que ça va d'un point de vue juridique. On est en train de prendre de grands risques. Que va-t-il se passer quand le mineur, effectivement, va changer d'avis? Je ne vous rappelle pas l'histoire de l'anglaise qu'on a évoquée ce matin, qui a commencé à gagner en se retournant contre la clinique, là, à 20 ans. Donc, je vais aller très vite. Donc, j'alerte les surveillants, les professeurs, les membres de la communauté éducative de la vigilance particulière qu'ils auront à faire sur les toilettes. Je me demande où est passé ce fameux principe de précaution qui règne en maître à cette époque de l'ère Covid, et qu'on n'utilise pas du tout quand il s'agit de transidentité. Je vous signale quand même que ça n'est qu'une circulaire et que dans la hiérarchie des normes en droit français, elle se trouve tout en bas de l'échelle et qu'à partir du moment où elle est contraire à un texte de loi, il est tout à fait possible, si un enseignant avait un problème, de faire un recours pour excès de pouvoir. Elle a une force juridique qui est très faible. Mais je ne voudrais pas vous quitter sans vous attirer l'attention des familles sur la manière dont elles sont traitées dans cette circulaire. Parents, soyez vigilants. Pour les parents qui s'opposeraient à la demande de changement de nom de leur enfant, c'est dans la circulaire, dont je vous l'ai dit, l'éducateur doit instaurer un dialogue avec les familles. Ok. Ça veut dire que la famille dit non, la loi dit non, mais il faut quand même instaurer un dialogue avec la famille. On va quand même pousser plus loin. Il est prévu aussi la présence de personnel formé et, je cite, le cas échéant de leur famille. Et là, moi, je me pose la question de savoir si les familles ne vont pas être rééduquées sur le sujet. La porte est quand même un peu ouverte. Et enfin, plus grave, il est dit que lorsque le mineur apparaît en situation de danger dans son environnement familial, les membres de la communauté éducative seront chargés de faire un signalement judiciaire. Voilà. Donc, famille, soyez extrêmement vigilantes. Rappelez-vous qu'on ne raconte pas tout et n'importe quoi à l'école, qu'il y a des principes de droit, que l'école est tenue de respecter la neutralité, la liberté de conscience de l'enfant, et que l'école et les éducateurs, toute la communauté éducative, ne doit pas aller contre les opinions philosophiques de la famille. Par ailleurs, on a parlé de s'appuyer sur des aides extérieures et sur des associations. Méfions-nous de toutes les associations agréées par le ministère de l'Éducation nationale, dont je pourrais vous donner une liste, mais enfin, elles sont pléthores. SOS Homophobie, le Refuge Mouvement Estime, Solidarité Sida, MAC Jeunes LGBT, enfin il y en a en tout genre. Donc méfions-nous.
Et voilà, eh bien, écoutez, je vais en terminer là, parce que je ne voudrais pas dépasser. Toujours est-il que voilà, cette circulaire est quand même très dangereuse pour les enfants, pour la communauté éducative et pour les adultes. Et je m'étonne quand même que cette circulation, on nous disait ce matin, c'était Olivia Sarton qui nous disait qu'il y avait environ 2000 consultations en France, il me semble, 700 à 2000 consultations pour dysphorie de genre. Or, il y a quand même 12 millions d'élèves qui sont scolarisés. Et je m'étonne qu'il y ait une circulaire qui s'intéresse spécialement, enfin qui crée des droits particuliers pour ces enfants-là. Je vous remercie.